Vous êtes à l'écoute de la première direction Mamoudzou. Zakwedi, Andi Rakutunda Vola. André, aujourd'hui, vous êtes avec Bakar Ali Boto. Bonjour. Candidat à l'élection législative de la première circonscription. Bonjour. Bonjour André, bonjour l'ensemble des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors on annonce une journée île morte ce mardi. Si vous étiez élu, député élu aujourd'hui, si vous étiez déjà élu aujourd'hui, quel aurait été votre comportement vis-à-vis de ces manifestations contre l'insécurité et les violences à Mayotte? Tout d'abord, je veux dire avec une clarté renforcée, c'est que la manifestation en cours, les revendications en cours sont complètement légitimes. Et moi, je soutiens complètement ces revendications puisqu'il s'agit de l'intérêt de l'ensemble des Mahorais et de la population de cette île. Nous connaissons tous les difficultés et c'est vrai que ça fait plusieurs années que la population descend au fur et à mesure dans les rues et qu'il y a aussi des interventions de part et d'autre, mais rien ne bouge. Donc c'est tout à fait normal que la population se saisisse aujourd'hui de cette problématique et surtout exprimer ce ras-le-bol par rapport à ce qui a été fait jusqu'à là. Mais je dis aussi, si la population est obligée de descendre dans les rues, c'est que quelque part, c'est un échec. Je répète, c'est un échec pour les politiques que nous sommes. Parce que si la population est obligée d'être dans les rues, c'est que quelque part, le travail n'a pas été fait correctement. Quelque part, il y a un manque. Quelque part, il y a, disons, un raté. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place des élus aujourd'hui, en tout cas des députés ou du député que vous serez peut-être dans quelques semaines? La première chose que je ferai, c'est de contacter le gouvernement, de demander au gouvernement de commencer par appliquer les dispositions qui existent. Je répète, il y a d'ores et déjà, depuis très longtemps, au niveau national, des dispositions qui existent qui pouvaient permettre à Mayotte de pouvoir se développer, de pouvoir éradiquer ces difficultés que nous rencontrons. Malheureusement, ces dispositions ne sont jamais mises en pratique. Donc je commencerai par là. Parce que la loi, c'est très bien de faire des lois, mais si c'est faire des lois pour ne pas les appliquer, ça ne sert à rien du tout. Donc je commencerai par saisir le gouvernement pour demander au gouvernement de prendre ses responsabilités et de faire de Mayotte une île que nous avons connue auparavant, c'est-à-dire quelque part un oasis dans l'océan Indien, au lieu d'avoir le chaos que nous avons aujourd'hui. Alors, des élus, en tout cas, et Yanchia Bamana, Raissa Andoum, ont dénoncé l'immobilisme et ont listé une nouvelle fois les problèmes de Mayotte et adressé un public. Ça s'est fait hier avec d'autres maires et quelques conseillers départementaux. Mais on a aussi constaté que les élus n'étaient pas solidaires, ne parlaient pas d'une même voix. Vous savez, c'est très bien, ces initiatives sont très bien, sont les bienvenues. Il faut les faire, il faut les rappeler. Mais je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'ils lancent des appels similaires, ce n'est pas la première fois que les élus se rencontrent. Même au lieu de ces appels, il y a des instances qui existent déjà et qui peuvent permettre aux élus que nous sommes de pouvoir travailler, de se concerter et de pouvoir proposer au gouvernement des solutions, en tout cas faire en sorte que la puisse être entendue. Nous avons l'association de maires, nous avons les syndicats, nous avons même des parlementaires du département et des maires, des possibilités de se rencontrer depuis très longtemps. Ils l'ont fait d'ailleurs dans le passé, mais tout ça, quelque part, ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai, ça fait beaucoup de bruit, mais quelque part, c'est pas ça encore. Est-ce qu'il fallait attendre plusieurs années après avoir été élu pour comprendre enfin qu'à un moment donné, il faut se parler? Je rappelle que pendant les dernières campagnes, le slogan était, ou le leitmotiv, c'était de travailler ensemble. Travailler ensemble, nous avons vu quelques exemples avec les parlementaires, nous avons quelques exemples avec le président du département, mais tout ça, c'est du bavardage. Je pense qu'il est temps maintenant de faire les choses correctement. Les Mahorais n'ont plus besoin de bavardage, ni des initiatives qui sont le lendemain, mais plutôt des actions qui pourront permettre au gouvernement d'agir. Et pour ça, ce n'est pas à Mayotte. Même si nous devons accompagner, je vous rappelle André,
la solution des problèmes des Mahorais ne se trouve pas à Mayotte. Même si nous avons le devoir et l'obligation d'accompagner ces dispositifs, la solution est à Paris. Et à Paris, nous avons des parlementaires, nous avons des députés, nous avons des sénateurs depuis plusieurs années. Ce sont ces parlementaires qui doivent faire leur travail correctement auprès du gouvernement et auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que nos compatriotes de métropole, mais aussi les gouvernements successifs, puissent se saisir de ce problème, de cette problématique mahoraise qui ne fait qu'empoisonner la vie des Mahorais. Donc, je disais tout à l'heure, quelque part, il y a un travail qui n'a pas été fait. Et ce travail devait être fait par les élus, à commencer par les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs, les députés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la population est obligée de descendre dans les rues parce que les politiques, parce que les parlementaires n'ont pas fait le boulot, parce que les maires et les autres n'ont pas fait leur travail. Alors, voilà le fond du problème. Et c'est à Paris qu'il faut trouver ces solutions. Alors, à part qu'on propose, en tout cas, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, veut faire de Mayotte une zone de sécurité prioritaire. Il y aura une étude avant cela. Mais cette demande a été émanée des élus mahorais depuis plusieurs années déjà. Ça ne vous interroge pas, ça, que des élus demandent et quelques années plus tard, lorsque ça chauffe encore un peu plus, on dit tiens, on va faire une étude pour de sécurité prioritaire. C'est vrai que les élus ont fait leur travail. Non, ils ont fait leur travail à moitié. Je reconnais que ça fait plusieurs années que nous demandons, quand je dis nous, c'est à la fois les parlementaires, les maires et le département, le président du département, qui ont demandé cette zone de sécurité prioritaire à Mayotte et qu'il n'y a pas eu de suite. Mais ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de demander, André. Il faut demander, c'est la première étape, mais il faut aussi suivre le dossier, il faut être là, il faut marquer à la cloche, comme on dit, le gouvernement, pour que nous puissions avoir un retour. Vous savez, à Paris, nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs départements, il y a plusieurs revendications, il y a plein de monde qui ont plein de problèmes, et que ces personnes-là, la plupart, s'organisent pour être présents en permanence dans les instances décisionnelles pour que leurs revendications, pour que leurs demandes puissent être satisfaites. Vous croyez que chaque matin, le gouvernement se lève comme ça tranquille et pense à Mayotte? Mais non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Pour que le gouvernement pense à Mayotte, il faudrait qu'il y ait chaque jour, en tout cas le plus souvent possible, des représentants de Mayotte qui soient autour, pas forcément auprès des ministres. Parce que vous savez, les décisions ne se prennent pas forcément auprès des ministres. Les décisions se préparent en amont et que ça soit en dernier ressort que les ministres décident. Donc c'est dans ces instances-là, dans ces cabinets ministériels que nous devons avoir autour de ces cabinets des amis, des réseaux, des personnes capables de porter nos revendications, de porter nos droits auprès du gouvernement. Ça ne suffit pas. Même les Comoriens, les franco-comoriens de métropole nous ont battus sur ce terrain. Dans les ministères, vous trouvez régulièrement des personnes originaires des Comores pour porter le message des Comoriens. C'est bien, c'est légitime, c'est de leur droit. On n'a pas été capable de faire ça. Ça fait plusieurs années, moi je répète depuis plusieurs années, qu'il ne suffit pas de parler à Mayotte, qu'il ne suffit pas de montrer ses muscles à Mayotte. Il faut aller où les décisions se prennent. Et les décisions se prennent à Paris. Alors, et nous sommes absents. On vous a compris sur ce message-là. Récemment, mercredi dernier, en Conseil de ministres, le projet de loi de Gérard Collomb sur l'immigration a été présenté. On sait que Mayotte, il y a cette problématique de l'immigration également qui touche Mayotte. On n'a pas entendu les élus faire du lobbying pour essayer de passer également leurs avis sur cette problématique-là, alors que le gouvernement veut réduire de moitié la procédure de demande d'asile et aussi augmenter la durée des séjours en rétention administrative. La chasse aux sans-papiers sera simplifiée puisque la retenue administrative pour vérification du droit de séjour sera augmentée de 16 à 24 heures et les pouvoirs d'investigation des policiers seront renforcés. On n'a pas entendu les élus sur ça. Cette loi pourtant va concerner très fort Mayotte. Mais ça concerne justement ce que je disais tout à l'heure, le suivi.
André, je rappelle encore, moi, je n'ai pas eu la chance jusqu'à là d'être ni sénateur, ni député, ni maire, ni président du Conseil général. Or, ce sont ces personnalités, ce sont ces élus-là qui ont le pouvoir auprès du gouvernement pour faire entendre les revendications des Mahorais. C'est vrai que je peux, comme d'autres, avoir la volonté nécessaire, avoir le sens de la lutte, mais tant que je resterai dans mon coin à Mayotte, parce que nous sommes dans un État réparti et que les actions se font en fonction du domaine ou du cantonnement où on se trouve par rapport à la loi. Moi, je ne suis pas parmi ces personnes qui ont eu la chance de se trouver, d'avoir le pouvoir nécessaire pour défendre les intérêts des Mahorais. Mais ceux qui l'ont eu jusqu'à là, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un échec total. Ça veut dire qu'il faut changer de façon de faire, qu'il faut changer de façon de comprendre et de regarder la situation. Il est temps de changer. Et donc, par rapport à la question que vous posez, s'il n'y a pas d'intervention de la part des politiques, de ceux qui sont concernés en premier, soit parce qu'ils considèrent que c'est banal, soit ils considèrent que c'est des choses qui sont sans importance, soit ils ne sont tout simplement pas au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit, parce qu'ils sont occupés par autre chose. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, non. Et on a des hommes et des femmes à Mayotte très compétents, capable de porter le message des Mahorais auprès du gouvernement, capable de défendre les Mahorais, mais il y a une méthode à revoir complètement. Nous sommes à côté, j'allais dire de la plaque, c'est peut-être pas le terme, mais franchement, nous sommes dans le mauvais chemin. Alors, toujours sur l'immigration à Mayotte, placer le CHM en zone internationale, c'est une des priorités du président du conseil de surveillance du CHM. Cela implique que les enfants nés au CHM garderont la nationalité de leurs parents, mais il sollicite ici un soutien fort des parlementaires pour la rédaction de la loi ou de l'amendement qui se mettra en place. Est-ce que vous êtes favorable à cela ? Mais moi je dirais, oui. c'est plus que favorable parce que Oui. je pense, je suis parmi le premier, sinon peut-être le premier, qui a porté ce message auprès du gouvernement, je le dis, c'est-à-dire pendant les assises. Pendant les assises, moi j'ai participé à certains ateliers et j'ai, durant ces ateliers, annoncé aux participants, annoncé aux représentants du gouvernement présent qu'il y avait ce dispositif qui existait au niveau national et que personne jusqu'à présent ne l'avait exploité. J'avais dit qu'au lieu de se battre pour supprimer le droit de sol, qui est très difficile constitutionnellement, il y avait déjà cette possibilité, ce dispositif qui existait. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne le savaient pas depuis longtemps et que ça a été marqué, ça a été noté dans les relevés, en tout cas, des messages et des voix portées au niveau des assises. Donc pour moi, cet accompagnement, cette reprise de ce dispositif, en tout cas de cette revendication par le président du CHM que j'apprécie et que je respecte beaucoup, c'est peut-être une bonne chose. Ça va dans le sens des choses que j'avais déjà soulevées quelques mois auparavant au niveau des assises. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire à Mayotte. Il faut permettre à ceux qui sont nés ici de pouvoir garder la nationalité de leurs parents, et ça sera l'occasion pour les Mahorais et pour l'ensemble de la population de l'homme de pouvoir venir bénéficier des soins sans forcément pénaliser l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'il faut absolument être dans la majorité à l'Assemblée nationale pour faire bouger les dossiers ici à Mayotte? Vous savez, l'idéal, quand on est un élu, un parlementaire, c'est d'être dans la majorité, c'est sûr. Mais être dans la majorité n'est pas une garantie de succès ou d'écoute. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans la majorité, que le gouvernement va vous écouter systématiquement. Souvent, quand vous êtes dans la majorité, on vous demande un devoir de solidarité. Ça veut dire, on vous dit, vous pouvez comprendre, vous pouvez sacrifier momentanément vos intérêts propres, c'est-à-dire de votre population, au profit de la majorité. Et ça, c'est néfaste, c'est dangereux pour la population, puisque quand vous êtes dans une majorité, vous êtes là tout d'abord parce que ce sont les Mahorais qui vous ont envoyé. Par contre, quand vous êtes dans l'opposition, c'est à coup sûr un échec. Vous pouvez porter très fort les revendications des Mahorais, vous ne pouvez être audible qu'en partie, qu'en moitié. Mais au final, en réalité, pour être efficace, ce n'est pas une question de majorité ou pas de majorité, mais c'est d'abord une question d'écoute de la population qui vous ont élu,
d'écoute de la population qui a fait en sorte que vous soyez à cette place et porter les revendications, pas vos revendications, les revendications de la population. Et le gouvernement, quel que soit le gouvernement, est quand même assez responsable. Le gouvernement peut vous écouter lorsque ce gouvernement sait que localement, vous avez la population nécessaire qui vous soutient et qu'à partir de là, le gouvernement est obligé peut-être pas de vous écouter, mais d'écouter cette population et par conséquent de vous écouter. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, moi j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance, puisque je suis membre de Amash depuis très longtemps. Mais je suis aussi quelqu'un qui est dans un parti et qui est capable non seulement d'écouter le parti, c'est vrai, mais surtout de faire comprendre au parti que je ne suis qu'un messager de la population et que je ne suis pas prêt à suivre aveuglement ce que veut le parti, si ce que veut le parti n'est pas en concordance avec ce que fait la population, et je l'ai démontré dans le passé. Ça veut dire en gros, pour résumer, je suis en marche, mais je contrôle mes pas. Merci beaucoup, Bakar Liboto, d'avoir été l'invité des Accueillis ce matin. Je rappelle donc que vous êtes candidat à l'élection législative de la première circonscription, mais en tant je suis sans étiquette, parce que ma candidature permet de rassembler l'ensemble de ceux qui me soutiennent. Merci. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous.